Les Incas, fils du Soleil du XIIIe siècle à 1533. Dans un premier point, il faut évoquer l'importance des récits fondateurs chez les Incas. Ils avaient des dieux, en particulier Viracocha, un dieu créateur qui a façonné en argile les peuples qu'ils souhaitaient voir peupler la terre. Les peuples des Andes partageaient aussi une forme de religion animiste, enracinée dans le paysage puisqu'ils croyaient en la force créatrice de certains lieux qu'ils nommaient Waka, des montagnes, des rivières, des lacs, des cavernes. Leurs ancêtres étaient issus de ces lieux. Ils étaient également considérés comme sacrés et portaient aussi le nom de Waka. Les villages andins étaient constitués par les descendants de ces divinités, groupés en lignées ou aïlus sous l'autorité d'un ou deux seigneurs. Chaque village donnait des offrandes à sa Waka en fonction de son calendrier agricole et chaque sanctuaire était gardé par un prêtre local. Les Incas comme les Mexicas se considéraient aussi comme élus par un dieu solaire qui les avait guidés jusqu'au centre de leur empire. Il y a cependant une différence, le mot Inca désigne une dynastie et non pas un peuple comme les Mexicas. À la demande du soleil, une fratrie, les Ayars, entame un long périple qui les conduit à l'intérieur d'un lieu matriciel, probablement une caverne, d'où ils sortent pour conquérir au XIIIe siècle la vallée de Cusco, le centre de leur futur empire. L'un des frères Ayar, Manco, devient Manco Capac, le puissant, et fonde la dynastie. Au XVe siècle, les Incas parviennent à conquérir un vaste empire qu'ils nomment Tahuatin Suyu, les quatre parties du monde. Tawa signifie quatre en quechua et Suyu, province. Le Chinche Suyu, le nord, allait de Cusco aux côtes du Pacifique, d'où il pouvait échanger depuis la cité de Chincha des spondyles, des fameux coquillages, des émeraudes comme des métaux et des laines des hauts plateaux. Ce quartier était complémentaire de l'Anti-Suyu, qui correspondait à l'est, au Pérou amazonien, d'où il tirait des ressources de la jungle, les plumes des aras qui décoraient la coiffe de l'Inca, le coca. Il vénérait également certains de ces animaux, le jaguar, incarnation de la bravoure, et le grand anaconda. Le Kula-Suyu, le sud, se situait entre le lac Titicaca, Waka puissant et vénéré, et Cusco. Il contenait des richesses minières importantes d'or et d'argent. C'était aussi une région d'élevage de camélidés, de lamas et d'alpagas qui donnait une laine d'une qualité exceptionnelle. Les Incas donnaient au textile des formes géométriques abstraites, rectangulaires, ordonnées par différents axes. On les appelait des tocaplous. La couleur et les figures dépendaient du rang du destinataire. Le peuple ne portait que des tuniques aux couleurs naturelles. L'ouest, le Kunti-Suyu, était la partie la plus aride et la moins connue des Incas. Elle contenait cependant certaines richesses, de l'obsidienne et des pics enneigés tels l'Aconcagua. Des enfants étaient offerts en offrande à ces Huacas majestueux. Au début du XXe siècle, des andinistes y ont découvert des momies bien conservées, déposées dans des cavités proches des glaciers. Leur sacrifice devait compenser les fautes de l'Inca et des maladies diverses. L'empire était administré depuis sa capitale Cusco, considérée comme le centre du monde. La beauté de son architecture, comme dans les autres villes et les forteresses incas, tenait à la sobriété et à la perfection des pierres utilisées, apportées des montagnes par traction humaine, polies avec le silex, emboîtées sans substance collante. Il reste peu de témoignages archéologiques de la splendeur de Cusco, mais elle est décrite par Garcilaso de la Vega, le fils d'un conquistador et d'une princesse inca, au milieu du XVIe siècle. Le cœur de la cité était délimité par deux rivières qui se rejoignaient, formant une presqu'île. La moitié nord, la plus ancienne, était appelée Anan Cusco ou Haut Cusco. Elle était bâtie en partie sur les pentes du Cerro Sacsayhuaman, où se trouvait une grande forteresse, et elle comptait plusieurs palais mémorables et une grande place. La partie basse de la ville était plutôt dédiée aux célébrations religieuses, avec le vaste et fameux Coricancha, temple du soleil, dont l'enceinte abritait plusieurs chambres et de grandes cours disposées en carré. La figure du soleil en or massif trônait devant le palais. La première salle, la plus importante, était celle du soleil. Les corps embaumés des ancêtres incas y étaient disposés, assis sur des sièges en or, tandis que l'inca régnant faisait face au disque solaire. La pièce était illuminée par des jeux de lumière créés par les reflets du soleil sur l'or, les tissus, les momies. Cinq salles carrées lui succédaient dédiées aux forces du cosmos, la lune, Vénus, la foudre, l'arc-en-ciel, et la dernière était consacrée à la demeure sacerdotale. Un jardin jouxtait le temple du soleil et 200 femmes choisies sur tout le territoire y élaboraient une bière de maïs destinée au rituel, ainsi que les tissus de l'Inca et des momies royales. Autour de ce centre, la cité était divisée symboliquement en quatre quartiers,
représentant les 4 orients, les 4 parties de l'Empire. Comment était-il administré? La circulation était assurée par un réseau très important de routes, de 40 000 km, bâties souvent dans des conditions difficiles à flanc de montagne. Les Incas bénéficiaient de l'héritage des civilisations Chimú, Wari et Tiwanaku et se sont efforcés d'entretenir et d'étendre ce réseau. Il y avait 2 grandes voies du nord au sud, une au bord du Pacifique, une dans les Andes, avec des routes périphériques pour les relier. Les rivières encastrées de la Sierra étaient de vraies barrières, et pour les traverser, les Incas faisaient appel à 2 solutions. Un système nommé Oroya, avec une corne de liane tressée, sur laquelle ils faisaient passer un grand panier suspendu. Des ponts faits également à l'aide de cordes ou de lianes, qui étaient régulièrement vérifiés. Autour de ces routes, on trouvait d'importants greniers qui servaient à entreposer les produits prélevés par le tribut, afin de ravitailler les soldats et de donner à la population des subsistances en cas de catastrophe naturelle. La langue de l'Empire était le quechua, avec des variantes régionales, et chaque groupe gardait ses propres wakas, ses vêtements et ses coiffures distinctives. C'était fondamental pour le tribut qui demandait un recensement et une visibilité ethnique et sociale des contribuables. Ce tribut était organisé à grande échelle, la population était divisée en différentes unités de tributaires, avec à la tête de chaque division une autorité locale, un curaka. L'imposition n'était pas individuelle, elle concernait la maisonnée, et pour la calculer, les Incas utilisaient le quipu, un système original à l'aide de nœuds en fibre de laine, dont la torsion et la couleur précisaient le sens. À côté du tribut prélevé en nature, il y avait également le mita, c'est-à-dire le travail collectif. Des contingents de mitayo étaient enrôlés pour des travaux d'intérêt général, des routes, des canaux, et pour la guerre, puisque l'Empire avait également besoin de soldats. La société était très codifiée. Au-dessus se trouvait l'Inca avec sa cour, sa famille. Ils étaient surnommés Grandes Oreilles par les Espagnols en raison de leurs oreilles percées. Ils sont vite submergés par le nombre de tributaires à gérer, d'où le recours à des fidèles de différentes origines, rompus au calcul, et à des seigneurs locaux, dont les plus puissants participaient aux fêtes impériales à Cusco. Il y avait également des serviteurs, les Yanacuna, exemptés du travail de la terre, qui pouvaient également servir de messagers sur les fameuses routes, un rôle très important, et peut-être même d'espions. Et bien sûr, il y avait les tributaires qui cultivaient la terre. Les communautés villageoises apportaient des contingents pour le service militaire, munis d'une réplique de leur waka sous la forme d'un étendard, de plumes ou d'une statuette. Ces contingents étaient divisés en 2, avec chacun un seigneur local à leur tête, afin de stimuler leur motivation au combat en récompensant le meilleur. Les Incas savaient tirer profit des savoir-faire des populations en matière d'armement. L'armée était organisée en différents escadrons en fonction des armes utilisées. Les premiers maniaient la fronde, suivis par des combattants à massue ou macana, puis de contingents munis d'arcs et de flèches empoisonnées. Après une conquête, les Incas déportaient des communautés sur des terres lointaines afin de briser les solidarités locales. Ainsi, après la défaite du Grand Chimor, ces artisans réputés pour leur talent de lapidaire et d'orfèvre ont été envoyés à Cusco. D'autres populations, appelées les Mitimae, étaient placées sur les terres conquises pour les remplacer.